Merci Olivier. Julien, je te laisse te présenter. Bonjour, je voudrais dire un mot au nom des scientifiques. On a été très nombreux en France à signer une tribune qui est parue il y a quelques mois, qui s'appelait Les scientifiques en rébellion, qui appelle les scientifiques à sortir de leur tour d'ivoire pour aller dans la société et s'impliquer dans les débats publics. Et également, je suis membre de la Técopole, on est nombreux à être ici dans cette manifestation. Et on a écrit plusieurs lettres pour interpeller la société civile sur différents sujets, dont celui du transport aérien. Donc j'aimerais rappeler que respecter les accords de Paris, ça nécessite de réduire nos émissions de 6 à 7% par an au niveau mondial. Mais si on veut un minimum de justice sociale avec les autres pays, ça représente 10 à 13% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par an. Et l'aviation, bien entendu, doit faire sa part dans cette tâche qui est vraiment gigantesque et qui implique tous les secteurs d'activité sans exception. Et face à cela, l'industrie aéronautique a toujours avancé une palette d'arguments que l'on retrouve dans les accords Corsia: croissance neutre en carbone, carburant durable, mesures de compensation, etc. En tant que scientifique, et je dis bien en tant que scientifique, nous considérons ces éléments comme du greenwashing, ou pour le dire plus directement, comme de l'enfumage. Les carburants durables posent de sérieux problèmes. D'abord, l'analyse de leur cycle de vie montre que leurs émissions peuvent être supérieures à celles des carburants fossiles, et qu'ils entrent en compétition directement avec la production alimentaire. Et l'Union européenne, du coup, envisage ce qu'ils appellent les carburants de deuxième génération, donc qui valorisent la biomasse qui est non comestible par les humains et les déchets. Or, quand on fait les calculs, on s'aperçoit qu'il faudrait à peu près utiliser la totalité de la biomasse de ces différents résidus pour couvrir les besoins de l'aviation en 2045. Alors que dans un monde bas carbone, la biomasse pourra avoir bien d'autres usages, comme se chauffer, produire de l'électricité, fabriquer des produits, enrichir en matière organique nos sols agricoles qui en ont bien besoin, ou fabriquer des choses en bois, tout simplement. Et donc, en plus, actuellement, l'utilisation massive de la biomasse nuit déjà gravement à une part importante de la biodiversité. Et d'autres groupes écologistes veulent que le trafic aérien soit réduit pour préserver l'environnement. Ce mot d'ordre a mobilisé près de 200 personnes devant l'aéroport de Toulouse-Blagnac en Haute-Garonne. Une marche pacifique a été organisée suite à un appel national. Christine Ravier et Yam Kelaf l'ont suivi. Revenir sur Terre pour sauver la Terre. Ils étaient 200 cet après-midi à marcher sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le mot d'ordre est national, mais il prend un tour particulièrement fort dans la ville phare de l'aéronautique, en pleine crise économique due au coronavirus. Elle a rendu visible des choses qui étaient encore partiellement invisibles pour beaucoup de monde. Les risques qui nous guettent, mais aussi la possibilité qu'on vive dans une autre économie, puisque l'économie est à l'arrêt. Alors certes, c'est grave pour beaucoup de monde, mais c'est aussi la fenêtre dont on a besoin et qu'il faut absolument saisir. Alors on nous parle aussi de compensation, qui permet à IATA de prétendre non seulement stabiliser, mais également diminuer les émissions. Mais ça, c'est pas une solution non plus, parce que le CO2, une fois qu'il est émis dans l'air, il y reste pour des siècles, et ça, quel que soit l'argent qu'on va faire payer à des voyageurs pour les déculpabiliser. Ça change rien. Et la plantation d'arbres, qui serait le rare moyen de potentiellement stocker du CO2 à moyenne échéance, est notoirement insuffisante pour faire face à la diminution nécessaire, mais également à l'ampleur des besoins, puisqu'il n'y a pas, faut-il le rappeler, que l'aviation à compenser. Il y a bien d'autres domaines d'activité. Et enfin, même si on arrivait à diminuer les émissions de CO2 des avions, il y a encore ce qu'on appelle les traînées, c'est-à-dire les traînées des avions qui contribuent largement au réchauffement climatique. Et donc la dernière promesse en date, vous le savez toutes et tous, c'est celle d'un avion à hydrogène. Donc actuellement, l'hydrogène, il est produit à partir des énergies fossiles. C'est-à-dire que si on mettait de l'hydrogène actuellement dans les avions, en fait, ils émettraient plus que les avions à kérosène. Donc en fait, il faudrait utiliser et développer de l'hydrogène bas carbone, et qui proviendrait d'une importante quantité d'électricité produite par des énergies renouvelables comme le photovoltaïque, l'éolien ou le nucléaire. Et donc, en conséquence, si Airbus fabrique son avion vert, et c'est là important, la propreté de ce fameux avion vert dépend uniquement de nous, la société, de notre capacité et de notre envie de produire des millions de mètres cubes d'hydrogène bas carbone au secteur aéronautique. Et c'est bien là que le bât blesse.
Ainsi, on a fait les calculs pour Toulouse, et pour produire l'électricité nécessaire aux fameux avions verts à hydrogène pour Toulouse-Blagnac, il faudrait l'équivalent en surface de 2 fois la ville de Toulouse recouverte d'éoliennes, ou de 37 km² de panneaux photovoltaïques. Ça représente 200 fois la ferme de Loncopole que vous avez déjà vue. Et donc là, on est en train de parler d'un petit aéroport régional. Mais si on fait le calcul pour Charles de Gaulle, si on voulait alimenter Charles de Gaulle en éoliennes, les chiffres sont vertigineux. Ça représenterait donc 5000 km² d'éoliennes, donc un département français recouvert d'éoliennes, ou bien 16 réacteurs nucléaires. Donc c'est des choses qui doivent être portées au débat public et discutées avec les citoyens pour savoir si on a vraiment envie, pour que les gens aillent passer leurs vacances à l'autre bout du monde, de construire toutes ces choses-là. Et donc finalement, si on étend ces raisonnements-là à l'échelle régionale, nationale ou mondiale, on voit toujours que ça pointe vers la même impasse. Il est complètement illusoire d'espérer que on pourra produire autant d'hydrogène vert pour faire voler autant d'avions qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aviation, mais il y a tout le reste. C'est-à-dire que même si on imaginait qu'on construisait les infrastructures dont je vous ai parlé tout à l'heure, la priorité ne serait-elle pas donc de décarboner d'autres postes de notre société, faire rouler des tracteurs, chauffer nos habitats, préparer notre nourriture ou faire circuler des véhicules essentiels. Ainsi, pour nous, la priorité n'est pas de faire miroiter un futur où la technologie aurait résolu tous les problèmes, mais bien d'engager des actions immédiates pour réduire de manière significative nos émissions maintenant. Et en l'état actuel de nos connaissances, la seule manière d'y arriver est qu'il y ait une réduction très forte du trafic aérien. Alors bien sûr, on en a déjà parlé, cette réduction pose la question des emplois de nombreuses Toulousaines et de nombreux Toulousains et nécessite de parler posément de la reconversion du secteur aéronautique à Toulouse. Et donc, comme l'ont dit mes collègues précédemment, cette réflexion sera poursuivie lors du Forum social environnemental de l'aéronautique qui est organisé par le collectif Pensons l'aéronautique pour demain et qui aura lieu samedi prochain. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Julien.